Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Yann Berger, expert sécurité sur les aspects gouvernance et conformité pour Airbus Protect. Ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant que j'interviens dans la sécurité et plus particulièrement la sécurité des produits et des systèmes embarqués pour Airbus. Essentiellement sur l'avion, mais aussi sur l'hélicoptère et les véhicules spatiaux, et parfois aussi sur les systèmes d'armes. Je vous propose donc aujourd'hui de se poser la question, est-ce que les produits, est-ce que la cyber dans les produits a un grand retard ou pas? Pour ce faire, je vous propose donc de faire l'agenda suivant. D'abord, de se poser réellement la question de quoi on parle en termes de cycle de vie produit et d'intégration de la sécurité dans le cycle de vie produit. Ensuite, on essaiera ensemble de regarder comment adresser la complexité du produit et à travers ça, la sécurité dans la complexité. Et à travers l'exemple d'Airbus et de l'avion, on regardera comment, chez Airbus, on a réalisé cette intégration de la sécurité dans le cycle de développement pour atteindre ce qui est maintenant effectif sur avion, qui est le Security by Design. Après, bien sûr, ça ne reste qu'un exemple. C'est plus facile à dire qu'à faire. Par contre, on verra que malgré tout, c'est quelque chose qui va en se développant, mais il y a encore un gros bout de chemin à parcourir. Alors, un peu sur le ton de la plaisanterie, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en compte au terme de la sécurité dans les produits? Alors, un peu sur cet exemple, chacun de ces produits peut impliquer des vies, pas forcément que des vies humaines. Par contre, malgré tout, chacun de ces produits sont différents et du coup, ils ne partagent pas les mêmes enjeux, sauf la safety, et encore. Par contre, dans tous les cas, ils ne partagent pas les mêmes objectifs de sécurité. Et c'est ça que je vais vous proposer de découvrir. Si on se rapproche un peu plus de l'avion, malgré tout, ce qu'on peut voir, c'est que l'avion est directement une cible. Récemment, il y a eu cet exemple lors du Black Hat 2018 d'un chercheur qui, en montant à bord d'un avion, ce n'était pas un Airbus, s'est dit, tiens, ça tombe bien, il y a de l'Internet à bord, c'est inclus dans le prix du billet, voyons voir de quoi il retourne. En fait, il connecte son PC et il s'aperçoit qu'il est en train de se faire scanner. Donc, résultat des courses, ça l'intrigue et il va chercher un peu plus loin. Et en faisant ses recherches, il s'aperçoit que, en fait, il y a un équipement à bord qui présente une vulnérabilité, que cette vulnérabilité a été exploitée, et qu'au-delà de ça, cet équipement était aussi utilisé dans d'autres industries maritimes et militaires. Donc, au final, on était bien dans un cas où la menace était à bord. Malgré tout, il n'y avait pas d'enjeu safety pour la simple et bonne raison que le réseau qui était impliqué n'intégrait pas et n'impliquait pas l'avionique. Maintenant, si on regarde réellement l'environnement de l'avion, on s'aperçoit que c'est un produit complexe. Complexe parce qu'il y a des enjeux sur différentes parties prenantes. D'abord, tout ce qui va être la gestion du trafic aérien. Au niveau mondial, ça représente 309 zones. Ensuite, sur les aéroports, où là, en termes de nombre d'acteurs, et je ne parle que des majeurs, je parle que des aéroports, je n'inclus pas les aérodromes, on est déjà sur 40 000 acteurs. Ensuite, on va avoir les services auprès des passagers, donc tout ce qui va être entertainment, les constructeurs, et là, j'intègre aussi bien les constructeurs intégrateurs d'avions que les fournisseurs d'équipements, les opérateurs, donc les compagnies aériennes, là aussi je n'ai pris que les majeurs, mais ça représente quand même 5000 compagnies. Associés aux opérateurs, on va avoir les maintain, repair, overhaul, donc les mainteneurs de l'avion. Et puis enfin, l'ensemble qui va régir tout cet environnement, c'est-à-dire les régulateurs. Et ici, on va retrouver l'OACI, les ASA, la FA. Au global, avec cet ensemble, il a été
réellement nécessaire de mettre en place un système de management de la sécurité pour l'ensemble de l'industrie. Au-delà de ça, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un produit qui est en permanente évolution. Bien sûr, l'avion s'est digitalisé, ça a commencé avec le 380, ça a continué avec le 350, et même maintenant, c'est en train de se reproduire sur les avions, on va dire, de plus ancienne génération, l'A320 en particulier. Et il est vrai que l'avion est un produit complexe. On a entre 400 et 600 équipements à bord, mais qui représentent entre 4000 et 6000 interfaces. Donc, arriver à schématiser l'ensemble des chemins d'attaque à bord d'une machine, ça devient rapidement très complexe. Qui plus est, les demandes des clients suivent l'évolution des technologies. On veut de l'Internet à bord, on veut pouvoir téléphoner, on veut pouvoir regarder des films, jouer et avoir un certain nombre d'interactions pour les passagers, mais aussi pour les compagnies aériennes qui veulent faire de la maintenance prédictive, collecter de l'information en temps réel et pouvoir exploiter toutes les données de performance de la machine. Avec tout ça, résulte donc un nombre de systèmes qui va en augmentant, un nombre d'applications qui se démultiplient et donc de l'interconnectivité à haut niveau. Mais avec une contrainte majeure qui est que il n'y a pas de SOC à bord, il n'y a pas d'administrateur sécurité à bord, et donc il faut que l'avion soit autonome, autonome pendant le vol, c'est-à-dire depuis le gate de départ jusqu'à l'arrivée. Et le tout dans un contexte où on reste sur un nombre de nouvelles vulnérabilités par jour qui reste extrêmement important d'une façon générale. En plus de ça, on hérite quelque part d'une technologie qui, elle, évolue plus lentement. D'une façon générale, les avions étaient plutôt construits sur des systèmes simples, extrêmement propriétaires, donc obscurs d'un point de vue technologie, isolés et fermés. Mais maintenant, avec la connectivité, on va sur des systèmes complexes, standardisés, documentés et surtout connectés, y compris connectés sur le monde ouvert. Donc, la complexité, elle se matérialise ici d'un point de vue sécurité. Si on se rapproche de l'environnement de fabrication, par rapport au design, on va s'apercevoir. Ça commence bien sûr par les équipes sécurité produits, qui vont être les acteurs principaux au sein de l'avion, qui vont définir les exigences de sécurité et en particulier, on va le voir un peu plus tard, allouer un niveau d'assurance sécurité qui sera requis pour certains systèmes. Étant donné qu'Airbus est un intégrateur d'avions et donc qu'il fournit des spécifications à des équipementiers pour développer les systèmes en question, y compris les fonctions de sécurité, il va y avoir une intervention des achats pour intégrer la sécurité dans les contrats, aussi bien pour la partie IT, et on va dire les échanges d'informations, on va dire très opérationnels par rapport au déroulé du contrat, mais aussi des exigences de sécurité sur la façon dont la sécurité va être prise en compte au sein du développement, et donc de façon beaucoup plus technique. Bien sûr, les exigences globales sont définies par le Design Office, donc le bureau d'études, qui va fournir ces spécifications et faire le lien entre les équipes sécurité et les systémiers pour prendre en compte les besoins de sécurité, les transformer en exigences et en spécifications techniques qui seront prises en compte par les systémiers. Tout cela s'opère dans un environnement général, donc la Corporate Security, qui va fournir la sécurité physique des sites, la sécurité des moyens informatiques au sol, de façon à protéger l'avion, les usines, mais aussi l'environnement de développement, l'environnement de test. Ensuite, on va avoir les développeurs, et là je parle aussi bien des développeurs internes que externes. Il y a des développeurs internes au sein d'Airbus, en particulier sur les fonctions principales de l'avionique. Eux, ils vont devoir, un peu comme les équipementiers, prendre en compte ces spécifications techniques et les objectifs de sécurité pour les intégrer dans leur développement. Ensuite, la qualité va être le point de référence
en termes de fiabilité et de répétabilité de l'ensemble du fonctionnement du système de sécurité, puisque c'est elle qui va fournir le référentiel organisationnel et technique qui sera applicable et qui sera aussi l'un des, ce qu'on appelle les means of compliance, donc une des preuves qu'on va utiliser dans le cadre de la certification de l'avion. Ensuite, on va voir l'ensemble de l'outil industriel pour l'intégration et la fabrication de la machine. Là aussi, on a un environnement extrêmement complexe avec des centaines d'applications et d'outils techniques qui vont permettre soit de réaliser des opérations de perçage, d'assemblage, mais aussi de vérification et de test. Et enfin, les tests et la mise au point, où là aussi, on va intégrer, au-delà des tests fonctionnels liés à l'avion, des tests de sécurité, y compris des tests de pénétration, de façon à garantir le niveau de sécurité du produit. À partir de là, si on commence à regarder comment intégrer tout ça au niveau du cycle de vie du produit, pas encore au niveau du cycle de développement, plusieurs possibilités vont se présenter. La première, ça va être de faire de la sécurité réactive, c'est-à-dire sur un produit développé, déjà commercialisé, déjà distribué. Le problème sur un avion, c'est que l'objet avion faisant lui-même l'objet d'une certification, le coût du changement est extrêmement important. Un changement sur avion, ça prend entre 18 et 36 mois, en fonction de l'importance de l'évolution. Donc, on ne va pas déclencher, on ne va pas faire du Microsoft Update sur un avion. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il va falloir organiser ça de façon beaucoup plus précise. Au-delà de ça, si on devait faire une modification pour un aspect sécurité, l'espace à bord de l'avion est contraint, le poids de l'avion est contraint, et donc modifier le produit de façon systématique doit se réfléchir parce qu'on doit réfléchir à au-delà que seulement le design du produit. Donc, le coût est important et l'efficacité ne sera pas forcément au rendez-vous. Une deuxième possibilité serait de la sécurité préventive sur un produit développé, mais pas encore commercialisé, pas encore distribué. Bon, en fait, ici, on se retrouve un peu dans la même problématique que celle que j'ai déjà décrite, à la simple limitation qu'on n'aura pas forcément le coût du rétrofit en surplus par rapport à la première stratégie. Au final, on atteint donc un objectif pour l'avion qui reste une sécurité préventive pendant le développement. Facile à dire, mais pas facile à faire. Ici, les choix devront être stratégiques sur le fait d'arriver à trouver le bon équilibre entre l'investissement lié à la sécurité, de maintenir le produit dans son business model, c'est-à-dire qu'il faut qu'il atteigne ses objectifs commerciaux. Développer un avion qui vole, mais qui ressemble à un bunker, ça ne restera pas efficace pour transporter des passagers. Donc, il faut trouver le bon équilibre. En plus de ça, même si ici on peut gérer une efficacité beaucoup plus fine, il va falloir trouver aussi le moyen de vérifier et d'établir la maturité de ces contrôles. Maintenant, si on commence à se rapprocher un peu plus du cycle de développement, le cycle de développement avion est basé sur ce qu'on appelle le RBE process, Requirement Based Engineering. Ça veut dire que, au-delà des phases standards de conception, design, développement, qui sont le cycle en V, on va dire assez classique de ce point de vue-là, on va retrouver en fait 3 niveaux de design. Donc le niveau système ou niveau avion, le niveau sous-système, ou ce qu'on appelle pour l'avion multisystème, ensuite les équipements ou les composants. Et donc, on va définir des exigences de haut niveau. Ça se traduit par un avion, ça vole, ça roule, ça transporte des passagers. Donc, c'est extrêmement basique. Ça correspond à peu près à 150 exigences. Et on va décomposer et cascader ces exigences jusqu'au niveau de design le plus fin. Sur le 350, on était sur 150, ce qu'on appelle des top level requirements, et
Au niveau système, enfin, équipement, on atteint à peu près 2 millions d'exigences. Sachant que ça ne correspond que à la partie liée aux spécifications d'Airbus. Ensuite, ces exigences vont être transmises aux équipementiers qui, eux, vont encore cascader sur 2 voire 3 niveaux d'exigence. Entre chaque phase, on va retrouver des étapes de contrôle et de validation, donc validation du concept, puis du design, de façon à vérifier à chaque fois que chaque exigence, d'une part, elle est complète, donc une exigence est sujet, verbe, complément, point, ça s'arrête là. Et une exigence pour être recevable doit être accompagnée de son jeu de test, de sa procédure de test et des résultats de test attendus. S'il n'y a pas tous ces éléments, l'exigence n'est pas recevable. Une fois qu'on a atteint le niveau de design le plus détaillé, donc les équipementiers vont se mettre en route et développer l'équipement. On verra qu'associé à cet équipement, s'il y a une implication dans la cybersécurité du produit, d'un point de vue système de management, chez Airbus et maintenant de façon standardisée, on va avoir aussi un niveau d'assurance sécurité qui sera associé. Et une fois que l'équipement rentre en phase de test, eh bien, on va jouer les tests sur les 3 niveaux, depuis l'équipement jusqu'à l'avion, et réaliser l'intégration du produit. En complément, on va retrouver ici une petite spécificité qui est la validation produit, où ici, en fait, non seulement on vérifie que les tests sont cohérents, mais en plus, on va vérifier que l'exigence de départ correspondait bien à ce qui était attendu. Donc ici, on va se reposer la question en se disant, est-ce que malgré tout, au-delà de ça, quand je compare les résultats du niveau inférieur par rapport à ce qui est attendu au niveau supérieur, on va vérifier que l'exigence a non seulement été couverte, atteinte, mais que l'exigence était bien la bonne. Parce que sinon, si l'exigence avait un défaut, on peut avoir quelque chose qui est totalement correct, mais qui, malgré tout, n'atteint pas ses objectifs. En termes de régulation, l'environnement a aussi beaucoup évolué sur les 15 dernières années. À bord de l'avion, les exigences sécurité, en fait, ont commencé par quelque chose de très basique, en particulier sur le 380, où le niveau de maturité des autorités était encore en cours de construction. Et je dirais même le métier Product Security au sein d'Airbus était en cours de définition. Par rapport à ça, ce qui a été d'abord demandé, c'est une organisation, un point de contact, quelqu'un à qui on peut poser des questions. Ça, c'était sur 380. Avec le 350, ces exigences ont évolué. Et là, on a réellement orienté les exigences vers du Product Security by Design. C'est-à-dire que les autorités, donc les ASA, a demandé à Airbus de définir des objectifs de sécurité sur le design et de démontrer, le mot est important, démontrer que ces objectifs étaient atteints pour la phase de certification, donc sur le produit. À partir de là, il y a eu une accumulation de connaissances et de maturité qui ont mené à la définition des documents EuroCAE, donc ED202, ED203, ED204, qui à partir de là ont défini le process à mettre en place pour le design de l'avion, les méthodes applicables et voire même des exigences complémentaires de sécurité pour les opérateurs d'avion, de façon à garantir que pendant son utilisation et pendant sa vie opérationnelle, le produit était maintenu à son niveau de sécurité opérationnelle. En complément de ça, en 2017, on a vu apparaître en fait la 120 Neo. Et dans le cadre de ces évolutions de produits, donc on parle ici de ce qu'on appelle de l'incremental développement, on a vu apparaître des exigences complémentaires par rapport à des produits qui préalablement n'intégraient pas de connectivité, mais qui, suite à une évolution de développement, prenaient en compte et intégraient des aspects de connectivité. Donc ça a été pris en compte dans le CRI F119
et à présent réintégré dans la dernière version de l'ED203. Dans les derniers moments, donc à partir de 2019, l'ensemble de ces documents EuroCAE a été rendu applicable et donc maintenant sont intégrés dans la base de certification, non seulement pour les nouveaux produits, mais aussi pour toutes les évolutions de produits déjà existants. En plus de ça, il y a encore des évolutions à venir, la principale étant la partie S, qui devient l'application de la Product Security, pas simplement aux équipementiers ou aux constructeurs intégrateurs, mais à l'ensemble de l'industrie aéronautique, et qui donc implique les constructeurs, mais aussi les aéroports, les fournisseurs de services et de gestion du trafic. On pourrait aussi citer d'autres évolutions qui sont pour l'instant en devenir. Bon, il y en a une qui va être assez proche, qui va être la NIS, mais quelque part, la NIS, c'est le niveau supérieur par rapport à la partie S. C'est l'intégration au niveau global, au niveau européen, des exigences de sécurité. La partie S servira en grande partie à répondre aux exigences de la NIS. Par contre, au niveau mondial, il y a d'autres initiatives qui sont en train de se préparer, entre autres le TFSG, donc le Trusted Framework Security Group, donc là qui est géré par l'OACI, qui vient d'ailleurs de se transformer en Security Panel, et qui cherche à mettre en place un réseau de confiance au niveau international entre l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique. Maintenant, si on essaye de regarder de quoi il retourne quand on parle de security by design. Chez Airbus, en fait, on a pris le principe d'appliquer l'état de l'art, ce qui se fait de mieux, en l'occurrence au niveau européen à cette période-là, donc on parle ici entre 2010 et 2012. La référence, c'était l'ISO 27005, mais qui s'appliquait en tout cas essentiellement sur les produits déjà existants, déjà commercialisés, donc des produits sur étagère, et pour lesquels on avait déjà des évaluations de sécurité, voire des vulnérabilités. Et on a combiné ça avec le RBE Process, où là, par contre, on est dans un contexte réellement différent, dans le sens où le produit n'existe que sur des plans et sur des spécifications, donc aucune évaluation technique tant qu'on n'a pas atteint la phase de recette et de livraison des équipements. Et donc, il faut définir des exigences de sécurité sans avoir aucun élément technique concret sous la main. Les seuls éléments qu'on a disponibles, ce sont des spécifications, des plans, des schémas d'interface. Et donc, en plus de ça, dans tous les cas, à la fin, il va falloir fournir un système d'évaluation qui permettra de fournir les éléments de démonstration nécessaires à la certification. C'est pourquoi, d'ailleurs, même chez Airbus, on a complété ce qu'on appelle la VMV, la validation-vérification, en rajoutant l'évaluation d'un point de vue sécurité. Comment est-ce qu'on fait ça? La première étape, sur la base des retours d'expérience du 380, c'est qu'on a défini des principes d'architecture de sécurité. Alors, bien sûr, on va y retrouver des principes, somme toute classiques, le principe de défense en profondeur, le principe de définir des barrières de sécurité, mais on a complété ça avec des exigences complémentaires. La première étant d'arriver à démontrer l'absence de points uniques de vulnérabilité. L'avion ne peut pas être soumis au principe du maillon faible. C'est juste impensable. Donc, au-delà de l'absence de points uniques de vulnérabilité, on s'est contraint à dire que sur tout chemin d'attaque qui mènerait à un impact safety, donc sûreté de fonctionnement, supérieur à majeur, alors il était nécessaire d'avoir deux barrières de sécurité. Et encore, on va voir que ces deux barrières de sécurité ont un sens bien particulier au sein d'Airbus. On va le voir dans la slide suivante. En addition, ces barrières de sécurité doivent être
fail secure, donc ça veut dire que si elles tombent en panne, elles doivent tomber en panne, mais dans un état sécurisé, et empêcher le contournement. Le tout dans un système lié à la certification de l'avion et donc basé sur la démonstration, donc lié à la preuve. Preuve d'efficacité et preuve de robustesse. Ces barrières de sécurité, elles vont donc en plus devoir respecter 3 critères. D'abord, elles doivent être ségrégées. Donc ici, on parle bien de ségrégation physique, dans la mesure du possible, ou de ségrégation logique, si tant est qu'on soit capable de démontrer l'étanchéité entre les différentes partitions ou entre les différentes machines virtuelles. Ensuite, elles doivent être indépendantes. Donc là, même si un système intègre des fonctions de sécurité et des fonctions on va dire, qui ne sont pas forcément liées à la sécurité, donc si on a un système avec des fonctions intégrées, on va devoir démontrer que la fonction de sécurité ne peut pas être impactée par un dysfonctionnement des autres fonctions à bord du système. Et enfin, ces barrières de fonction doivent être dissimilaires. Ça veut dire que dans tous les cas, sur le chemin d'attaque, je ne dois pas pouvoir réutiliser une technologie dans le cadre du chemin d'attaque. Donc, soit je vais devoir implémenter de la rupture protocolaire, soit je vais devoir trouver une source de sécurité qui me permettra de garantir que je ne pourrai pas utiliser 2 fois la même technique ou la même approche pour réaliser une attaque réussie. Donc, là, pour être considérée comme une barrière de sécurité, la fonction doit respecter ces 3 critères. Si elle ne les respecte pas, à ce moment-là, on va réintégrer les 2 fonctions qui ne respectent pas ces 3 critères et les réassocier en une seule. Ça veut dire que si ensuite il en manque une, il va falloir trouver une solution complémentaire. En termes de processus, ce qui en résulte, c'est que, d'une façon générale, à bord de l'avion, les informations pendant le cycle de développement dont on dispose, c'est d'abord l'impact assessment. La force du design avion, c'est qu'on a quand même hérité d'un savoir-faire en termes de sûreté de fonctionnement très important. Quand la sécurité a commencé à être prise en compte, donc c'est début des années 2000, pendant le développement du 380, qui était le premier avion connecté, on avait quand même plus de 40-50 ans d'expérience en sûreté de fonctionnement derrière nous. Ça a aidé énormément dans le sens où, en termes d'identification des pannes et de leur schéma d'occurrence, on avait énormément d'informations. Donc, on a pu requalifier l'ensemble de ces pannes pour vérifier si un événement de sécurité pouvait être la source de la panne. Et donc, vérifier que la panne ne pouvait pas être générée à travers une perte de l'un des critères de sécurité, confidentialité, intégrité, disponibilité. L'intégrité et la disponibilité ayant a fortiori une part prépondérante par rapport à ça. Deuxième élément, on a là aussi un héritage assez important sur l'architecture générale de l'avion. Entre le 3 puis le 330, quand on commençait le design du 380, on avait quand même déjà une vision assez claire de l'architecture générale des systèmes à bord de l'avion. Même si le 380 a apporté une nouvelle dimension avec cette interconnectivité entre les différents domaines de l'avion, on a pu rétablir et établir une vision assez claire du réseau embarqué. Avec cette architecture système, on a donc pu définir, à partir du 350, une architecture de sécurité qui respecte les principes d'architecture que je vous ai déjà énoncés. Une fois qu'on a défini l'architecture de sécurité, donc on a positionné les barrières de sécurité sur cette architecture, on va pouvoir établir les objectifs de sécurité et les cascader au bureau d'études et donc au système designer. J'en étais sur le fait que notre système designer, quand il va générer
spécifications techniques du produit, va les transmettre aux développeurs. Et ici, en complément, en fonction du niveau d'impact et de la criticité du système, on va lui associer en plus donc, un niveau d'assurance sécurité tel qu'il est défini maintenant dans les principes d'assurance tels que définis dans le D203, donc dans le document européen, et réapproprié et cascadé à travers un document spécifique à Airbus qui s'appelle le Security Assurance Requirement for Suppliers. Et là, on parle bien que d'exigences sécurité sur la façon de développer le produit et donc de garantir le niveau de sécurité et d'efficacité et de robustesse de l'équipement. Avec les informations à la fois du système designer et la réponse en termes de façon d'implémenter et de développer l'équipement, les équipes sécurité produit vont là disposer de la totalité des informations nécessaires pour réaliser l'analyse de risque de l'équipement. Et donc, en fait, jusqu'à ce qu'on ait des informations assez détaillées sur la façon dont l'équipement va être réalisé, développé, en fait, on n'a pas fait encore une seule analyse de risque. Avec le niveau de risque évalué, à ce moment-là, on pourra déterminer soit si les éléments et les fonctions de sécurité définies au niveau architecture sont suffisantes pour boucher tous les trous et empêcher une attaque réussie, soit s'il y a quelques scénarios d'attaque ou quelques chemins qui pourraient présenter une vulnérabilité potentielle, puisqu'on n'est toujours que sur du design. Et donc, si le risque associé est inacceptable, à ce moment-là, on prendra en compte et on définira des mesures de sécurité additionnelles, soit en modifiant la barrière de sécurité au niveau de l'architecture, soit en complétant avec des mesures de sécurité bien additionnelles qui ne sont pas du niveau architecture, mais du niveau système détaillé. Par exemple, un contrôleur grammatical pour vérifier le contenu d'un message et la conformité d'un message, ça ne peut pas être une mesure de niveau architecture, ça sera une mesure de niveau sous-système, donc système détaillé, parce que vraiment spécifique, au fonctionnement spécifique du système concerné. Bien sûr, si on définit une mesure de sécurité additionnelle, ça va déclencher des exigences supplémentaires transmises au design qui vont recommencer le processus et, en complément, un niveau d'assurance sécurité associé à ces mesures de sécurité complémentaires. En complément de ça, et à travers les exigences de sécurité liées à l'assurance, Airbus a aussi complété de façon à s'assurer que la supply chain était correctement intégrée dans le développement du produit. Ça s'est fait à deux niveaux. Un premier niveau qui est le fournisseur lui-même, c'est-à-dire que là, on va s'assurer que le fournisseur se protège contre des éléments de menace qui pourraient impacter non pas le produit, mais sa capacité à délivrer. À la fois capacité à délivrer dans l'instant T, mais aussi dans la durabilité. On va dire qu'ici, les exigences sont plutôt des exigences assez classiques, correspondant à l'implémentation du niveau 27002 et donc des bonnes pratiques. En complément de ça, on va aussi devoir s'assurer que ce n'est pas le produit lui-même qui va être compromis. Et donc descendre à un niveau de détail plus fin et rentrer à l'intérieur des méthodes et des procédés de développement du fournisseur. Ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est s'assurer que le produit livré à Airbus et qui sera intégré, monté à bord de l'avion, ne contient pas lui-même des vulnérabilités résiduelles ou ne contient pas des défauts de design qui permettraient de compromettre la sécurité du produit. En termes de façon d'opérer, ça a été vraiment on va dire une innovation assez forte parce que ça a nécessité vraiment un travail de partenariat avec les fournisseurs
et une acclimatation, une adaptation des fournisseurs pour mettre en œuvre ces méthodes de travail. Ça s'applique bien sûr sur les développements spécifiques, mais surtout sur les systèmes intégrés. C'est-à-dire que de plus en plus, pour des raisons de coût et de rapidité de développement, on voit apparaître à bord de l'avion des systèmes intégrés, donc qui incluent des produits sur étagère, on a aussi des commercial off the shelf, des COPS, et qui, par essence, étant des produits sur étagère, sont beaucoup plus exposés aux vulnérabilités. Au final, on va atteindre quoi? On va atteindre ce qui était demandé par les autorités, c'est-à-dire de définir un niveau de risque as per design, donc sur le design lui-même, qui doit être évalué en fin de spécification du produit, et ensuite, au fur et à mesure de la réalisation des tests et de la remontée du V, d'aller vérifier que les risques résiduels sur la base du produit assemblé correspondent aux risques résiduels as per design. Donc là, on va vraiment atteindre une démonstration complète en démontrant qu'on a atteint les objectifs de sécurité sur la base du produit réalisé. L'ensemble de cette réalisation va correspondre à des rapports et à des délivrables bien spécifiques. Entre autres, on parle ici de l'Aircraft Security Report, où en fait, pour chaque risque identifié, on va aller vérifier si on n'a pas eu des déviations en cours de route, si on n'a pas eu des défauts, et si jamais on en rencontre l'un ou l'autre, à ce moment-là, on ira démontrer que la déviation, parce qu'on ne pouvait pas atteindre exactement ce qu'on voulait faire, ou le défaut, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réalisé correctement, n'impacte pas le niveau de sécurité du produit. Et bien sûr, avec les preuves qui permettent de l'affirmer. Petit point supplémentaire ici, on ne va pas juste livrer un avion sécurisé. On livre un avion sécurisé et on livre les procédures de maintien en niveau de sécurité du produit. La différence étant que jusqu'à la livraison, l'avion est sous la responsabilité et la propriété d'Airbus. Par contre, une fois livré, l'avion est sous la responsabilité et la propriété de son opérateur ou loueur. Donc, il incombe à l'opérateur de maintenir le niveau de sécurité du produit. Ça se fait à travers un document particulier qu'on appelle le Security Handbook. Et ce Security Handbook, d'un point de vue certification, correspond à ce qu'on appelle une instruction de continuité de navigabilité, ou Instruction for Continued Airworthiness. Et ça rentre du coup dans le cadre de la certification au niveau de l'opérateur. D'un point de vue document européen, on va retrouver ça dans le D204. En termes de résultats obtenus, la similitude, le parallélisme qu'on a pu établir entre l'ISO 27005 et le cycle en V, c'est qu'au global, on a bien un security context qui est défini en tout début de cycle, avec une identification des risques à travers l'impact assessment. Et ensuite, on ne va pas traiter directement le risque, mais on va faire un raisonnement par l'inverse. C'est-à-dire que dans le contexte de sécurité, on a identifié les zones rouges avec un risque inacceptable et les zones vertes avec un risque acceptable. Et entre les deux, une zone orange où, en gros, il faut aller discuter, en particulier avec les autorités, pour voir ce qui est réellement inacceptable ou ce qui pourrait être toléré. Et en fait, c'est sur cette base-là qu'on va réfléchir. Si on trouve, par exemple, une panne avec un scénario d'attaque qui mènerait à un scénario catastrophique, à ce moment-là, vu qu'on sait où est le niveau de likelihood qui permet d'atteindre la zone du risque acceptable, on va déterminer des objectifs de sécurité pour cibler cette zone de risque acceptable. Et pour autant, on va donc déclencher la mise en œuvre de la spécification de fonctions de sécurité sans pour autant avoir fait une analyse de risque. Et justement, l'analyse de risque réalisée sur la base des spécifications détaillées qui permettra d'aller
qu'on va déterminer aussi, c'est que la partie phase d'implémentation et de test n'a pas son parallèle dans l'ISO 27005. On ne va retrouver le parallèle qu'à partir de la validation finale du produit et donc de l'acceptance des risques résiduels sur le produit fini. Et donc les processus transverses, eux, sur la communication et le monitoring du risque, vont plutôt s'appliquer ensuite sur les phases de maintenance et d'évolution du produit. Tout ça, on va dire que ça paraît simple en premier abord si on considère uniquement le design d'un produit. Malgré tout, il faut garder à l'esprit que l'avion a un cycle de vie long. Les 320 actuellement encore en cours de service, les plus anciens ont plus de 30 ans. La 350, la 380 sont des produits qui sont designés pour au moins 20 ans de service. Donc, on a besoin d'avoir non seulement des principes d'architecture qui vont nous permettre d'éviter le redesign et d'éviter le surplus de travail à cause de défauts de conception, on a besoin d'avoir des fonctions de sécurité efficientes, donc robustes et efficaces, mais surtout, on a besoin de processus robustes. Robustes aujourd'hui, demain, comme dans un an, comme dans 10 ans, comme dans 20 ans. Et c'est là que les trois aspects deviennent absolument incontournables. Donc, au final, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Au sein d'Airbus, c'est le travail de plusieurs centaines de personnes qui est impliqué pour affirmer et réaliser tout ceci. En plus, dans le contexte actuel, je dirais à plus forte raison au jour d'aujourd'hui, on est dans un contexte où l'aviation, d'une façon générale, est prise pour cible. Je vous cite ici un schéma du rapport de l'Eurocontrol de 2021 qui montre les évolutions du nombre d'attaques entre les deux années 2019 et 2020. Donc, on est vraiment sur un développement des attaques qui visent l'industrie aéronautique qui sont, on va dire, en croissance significative. Malgré tout, il est encore extrêmement difficile pour l'ensemble des acteurs de partager leurs méthodes, de partager leur système et leur stratégie de protection, et il est encore plus difficile pour eux de partager leurs risques. C'est considéré comme une information trop sensible. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'industrie aéronautique, on a encore beaucoup de progrès à faire. Malgré tout, on va dire que l'avion, n'est pas forcément en retard, mais on n'est pas tout seul. Il y a des progrès qui ont été faits de façon significative dans le rail, en particulier la définition et la mise en application de la TS 5701. Dans l'automobile, avec les principes de certification cyber pour les véhicules, dans l'espace, et bien sûr aussi au niveau des États et au niveau de l'Europe, avec la LPM, la NIS V2, et encore d'autres initiatives, le Cyber Resilience Act, le Cyber Act, qui sont des régulations et des lois qui vont dans le sens de l'histoire, qui incitent à la prise en compte de la sécurité, mais malgré tout qui restent encore jeunes. Donc le chemin à parcourir reste encore important. Alors, pour conclure, je dirais, moi, je souscris complètement à cette vision de Sun Tzu dans l'art de la guerre, qui consiste à dire que l'art suprême de soumettre un ennemi, c'est de le soumettre sans combat. Ce qui veut dire mettre en place des règles de fonctionnement qui permettent d'anticiper au maximum et avec un maximum d'exhaustivité les attaques qui peuvent survenir et d'être prêt en cas d'occurrence. Donc,
avec de la continuité d'activité, même si au niveau d'un produit, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à réaliser, mais au moins le faire sur les systèmes sols, et avec de la gestion d'incidents et de la gestion de crise. Même si là aussi, au niveau d'un produit, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Ça dépend des produits. Du coup, avant de répondre à vos questions, je vais déjà vous en soumettre deux. Est-ce que faire de la sécurité du produit, c'est une question d'éthique ou un devoir? Et éventuellement, est-ce que le Cyber Resilience Act fera aussi partie de la solution? Voilà. Je vous remercie de votre attention.